à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Émulsion. Émulsion, c'est chaque jour 45 minutes pour parler de la littérature jeunesse sous toutes ses formes pendant toute la durée du salon. Pas tout à fait un jeu, mais certainement complètement un livre. Le livre-jeu permet la fantaisie, l'évasion garantie. C'est donc un bien encore plus précieux de nos jours, et c'est celui dont nous allons parler avec nos éminents invités du jour. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avec nous sur ce plateau, il y a Pascale Estelon. Bonjour. Vous êtes auteure-illustratrice, la reine du livre-jeu, mais pas que. Nous le verrons. Je ne sais pas. si. Et nous allons le voir tout à l'heure dans un reportage à facettes. Gérard Le Monaco, vous êtes tellement de choses. Décorateur, scénographe, auteur, directeur artistique, éditeur et bien sûr le roi du pop-up, même si je sais que vous n'aimez pas trop cette expression. Sophie Giraud, vous êtes fondatrice et directrice éditoriale de la maison d'édition Hélium. Merci en tout cas à tous d'être là pour nous faire découvrir ce qu'est donc le livre-jeu. Mais d'abord, il faudrait peut-être le définir, ce livre-jeu, parce qu'il peut avoir différentes facettes. C'est moi qui réponds alors. Et puis après, vous pourrez aussi participer, mais on peut commencer par vous, Sophie Giraud. Eh bien, le livre-jeu, en fait, c'est un livre qui est à la fois une façon ludique d'entrer dans la lecture. Donc, il peut avoir une forme de livre classique, mais avec un jeu de lecture. Ou bien, c'est un livre avec lequel on joue directement, avec ses pages, avec éventuellement des objets à l'intérieur, des rabats, des pièces. Donc, c'est des livres qui ont beaucoup de formes différentes. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de vos livres ? Alors, je peux vous montrer par exemple un livre de Delphine Chedru qui s'appelle Orient Express, Chevalier Courage et Princesse Attaque. Ce sont les deux personnages qui vont trouver leur chemin dans le livre pour résoudre une aventure, une énigme. Alors, Delphine Chedru qui a participé à l'émission aussi de Émulsion. Voilà, et là, dans ce cas-là, c'est un livre dont on est le héros ou l'héroïne et on va choisir de suivre tel ou tel personnage, de répondre à telle ou telle question et de passer dans telle ou telle page. Donc, on fait son parcours dans le livre. Et voilà, donc ça c'est pour des enfants déjà un peu avancés parce que le livre-jeu en fait n'a pas d'âge, ça s'adresse. Voilà, alors là ce serait plutôt des enfants soit qui commencent à lire, soit même qui sont tout petits qui lisent avec leurs parents, mais en tout cas qui vont se diriger dans le livre. Et là, la forme du livre n'est pas particulière. Il y a des pages classiques qui se tournent, c'est pas très particulier. En revanche, on peut montrer des livres qui ont des pièces à l'intérieur qui sont là pour les tout petits. Des clapets. Voilà, alors là, carrément, on enlève des pièces qui sont des légumes, par exemple, ou des fruits, plutôt, dans le cas de la poire, et on les met dans un petit sac que j'avais tout à l'heure. Je ne sais plus où il est. Ça sert aussi. Voilà, et il y a un petit sac avec le livre et on les met dans un petit sac. Dedans. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut revenir sur ce terme de livre-jeu ? Est-ce qu'on sait quand ça a démarré, le livre, sous cet aspect ludique pour les enfants ? Je pense que c'est le pop-up qui a peut-être commencé ces livres-là, disons, fin 19e, quelque chose comme ça. Le Monaco, vous... Et puis un peu plus tard, dans les années 50, non ? Qu'est-ce que t'en dirais, Gérard ? Parlez bien dans le micro. Oui, il y en a toujours eu des livres-jeux. Et peut-être qu'il faut les situer autour de la moitié du 19e siècle. Des livres avec des pièces qui sont avant l'invention du pop-up moderne. Même le pop-up, ce qu'on appelle le livre animé, le livre pop-up, existe depuis la Renaissance, sous la forme de livres de médecine, où on demandait aux lecteurs d'ouvrir les flaps, ou en tout cas les pages... les volets des pages pour découvrir l'anatomie ou découvrir des enjeux techniques comme Donc ça n'était pas réservé qu'aux enfants. Absolument pas. D'ailleurs, le livre animé ou le livre pop-up, il a été d'abord pour les adultes, un public adulte. Et alors pourquoi avoir voulu plus généralement amener la lecture par ce format pour les jeunes ? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour les tout petits, ce qui fait le lien avec le livre, c'est une forme très sensuelle, très physique en fait. C'est un jeu avec les doigts, même avec la bouche. C'est peut-être un livre qu'on emmène pour se coucher. Donc il y a quelque chose de très physique dans le jeu, dans le livre. Et l'enfant, il participe à la lecture avec tout son corps, en fait. Donc
Là, nous avons fait un livre là qui sort abécédaire maintenant, voilà, qui est un abécédaire, et un peu comme dans la méthode Montessori, on a des petits points qu'on sent avec le doigt. Donc il y a une petite matière et qui vont aider l'enfant à faire la forme de la lettre. Donc c'est une lecture qui est physique en fait. C'est bien différent, voilà. C'est assez différent de la tablette, si vous voulez. Il y a vraiment ce rapport physique au livre jusqu'à éventuellement se coucher dans le livre pour le lire en fait. Donc voilà, je pense que c'est une façon de faire entrer l'enfant dans le sens de la lecture. On rentre dans le livre avec son corps avant de rentrer avec sa tête en fait. Dans vos collections, alors vous faites appel à différents auteurs et autrices, peut-être qu'ils viennent d'univers différents? Alors absolument, moi je revendique un petit peu ça, c'est-à-dire d'essayer de faire entrer aussi. Alors quand je parlais des années 50 tout à l'heure, c'est une vraie tradition des designers. On peut parler d'Enzo Mari, de Munari en Italie. C'est de faire rentrer vraiment l'aspect forme du livre dans la conception du livre lui-même. L'auteur n'est pas simplement quelqu'un qui dessine ou qui illustre, mais c'est quelqu'un qui pense à la façon dont l'enfant va se situer dans le livre, à côté du livre, même autour de lui. Le livre se déploie parfois et il faut penser à tous ces aspects-là. Voilà. Est-ce que ça peut être aussi des auteurs et des autrices qui viennent d'univers différents? Je veux dire, dans le sens, ils peuvent venir de la musique, du conte, Oui, alors moi, j'ai fait beaucoup appel à des designers, plutôt, mais il y a aussi des gens de la musique. Il y a un petit peu, voilà, Didier Corny qui travaille avec nous est un designer, par exemple. Jeannie Cotte était graphiste et peintre, mais a conçu ce très grand livre, alors par exemple, dans lequel l'enfant va pouvoir se coucher vraiment pour... un superbe objet. Ça, voilà, c'est un livre immense. Très beau, ce livre. Et les enfants adorent les très grands livres, en fait. Il y avait eu ce très grand livre de Richard Scarry. Et nous avons voulu faire un livre autour du corps, justement. Donc l'enfant rentre dans le livre et va apprendre même avec un petit tuto à danser. Donc voilà. Et à la fin, il dansera comme un fou. Donc c'est l'idée vraiment que le livre l'aide à s'autonomiser, à être... C'est pour le petit, là en l'occurrence. C'est un très grand livre pour les tout petits. C'est ça, vous aimez aussi jouer avec les formes, les formats, c'est important. Oui. C'est presque, je dirais, 50% de mon travail. C'est vraiment de travailler avec les auteurs pour pousser leur projet jusqu'à une forme qui soit représentative de leur désir réel. Qu'on puisse être tout à fait en accord avec le concept du livre. Et s'il faut le faire très grand, comme là c'était le cas, puisqu'on considérait qu'il fallait que l'enfant presque le considère comme un très grand ours, et ben on va jusque là. Voilà, on ne s'interdit rien en fait. Alors maintenant, on va mieux connaître les auteurs et les autrices grâce à vous. Merci en tout cas Pascal Estelon. On va pouvoir regarder votre portrait que vous avez fait, votre autoportrait. Oui, oui, carrément, avec bien ses facettes. Ce que j'aime, en fait, c'est faire beaucoup de découpage, coloriage. Moi-même, en fait, j'ai toujours aimé ça. Même étant petite, au grand désespoir de ma mère, ma chambre était envahie de papier découpé. Et petit à petit, j'ai eu envie de communiquer, en fait, ce besoin de dessiner, de colorier. Et en fait, je ne fais pas de livres illustrés, je n'illustre pas d'histoires ou de contes. Je fais plus des cahiers d'activité, des imagiers, des livres qu'on regarde et qui font peut-être réfléchir, ou des livres d'activité dans lesquels je demande de faire des choses. Mais c'est surtout un mode de création que je propose. J'impose pas des choix dans les livres. Les enfants sont assez libres, en fait, de mettre leurs pattes, en fait, sur ces cahiers. Lorsque je travaille pour les enfants, j'aime leur montrer des couleurs très vives, des formes assez détourées, assez lisibles en fait. Je ne me perds pas dans les détails, a priori, et j'aime leur montrer des couleurs brutes, sans trop de nuances. J'utilise beaucoup les couleurs primaires et aussi le noir et blanc. C'est des contrastes que j'aime beaucoup. Montrer que le noir, c'est pas triste, il peut être assemblé à d'autres couleurs. Et tout un univers, en fait. Essayer de leur en mettre un peu plein les yeux.
Alors, ce que j'aime quand je fais un livre ou un deuxième livre, parce que le premier, ça paraît simple, c'est de trouver quand même une idée à chaque fois différente. J'aime pas refaire le même livre. Et j'aime montrer une diversité d'images, beaucoup de diversité, pour qu'on reste pas dans un univers forcément enfantin d'ailleurs. Est-ce que je travaille toute la journée? Par exemple, on me pose souvent cette question. Alors, quand je suis sur un projet, oui, toute la journée et plusieurs jours. En revanche, quand je suis en vacances, je ne pense jamais à mon travail. Ça paraît incroyable, mais j'aime regarder autre chose, écouter les gens, voir, être attentive. Il me faut ces plages de récréation, en fait. Et je crois qu'après, c'est porteur, parce que je pense que les idées, elles viennent comme ça, de ne rien faire, forcément. De ne rien faire. Toute une histoire. Voilà. Oui, moi, mon monde, il est surtout sur l'image. Allez bien dans le micro, pardon. Et voilà, j'aime travailler dans la globalité d'un projet. C'est-à-dire que je pense, si je fais un livre pour les tout petits, je pense au format, je pense à leur manipulation aussi, à la manipulation des enfants. Et je travaille, par exemple, dans ce cas-là, sur des formes très, très simples. Très simple. En accordéon, en fait. En accordéon. Hein, c'est ça, ouais. Et c'est-à-dire, alors il est un petit peu à l'envers là, mais c'est un livre que l'enfant va toucher parce qu'il y a un relief, il y a très très peu de couleurs et les petits découvrent en fait les formes très simples et pratiquement en noir et blanc. Donc il y a très très peu de couleurs. Et ce livre, petit à petit, il est destiné aux bébés, enfin aux grands bébés, disons. Et petit à petit, il va se l'approprier, il va retourner, il va en faire de ce livre un autre jeu même. Parce qu'on peut le mettre, on peut le plier un peu dans tous les sens. Il peut en faire une cabane. Il peut mettre d'autres jouets. Ouais. En fait, voilà. Et puis il peut jouer avec, puisque dans celui-ci, il y a des petites surprises. On joue à cache-cache, par exemple, avec un loup, un mouton, etc. Et là, il y a une petite image qui n'est plus, mais qui devrait être. Voilà, donc moi j'ai pensé à eux, au format en fait, et au toucher, c'est très très important. Parce que les petits, on leur dit touche pas. Celui-ci, ils ont le droit, parce qu'il y a du relief. Donc là, il y a même un petit miroir pour qu'ils se regardent. Oui. Voilà. Et je trouve aussi que la mise en page, la finition d'un livre, c'est important en fait. Le détail, vous voyez, à l'intérieur, il y a une couleur. Donc tout ça, ça fait un objet. Donc vous êtes très exigeante avec votre maison d'édition, je suppose. Oui, mais je crois que la maison d'édition pour laquelle je travaille aime aussi travailler ça. Voilà, ouais. Et c'est vraiment un plaisir de penser que les illustrations qu'on va fournir vont être bien traitées. En fait, parce qu'il y a une mise en page, il y a un papier qui est choisi. Et il y a rien n'est laissé au hasard. Non, rien n'est laissé au hasard. Et c'est une façon de créer à deux, en fait, entre l'éditrice, l'illustrateur ou le concepteur. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Je trouve que c'est formidable, en fait. On n'est pas laissé dans la nature. Et ça permet de faire avancer, justement, sur certains livres, des petites choses, des petits détails, et qui font que l'objet va être beau et qu'on est content en fait à l'arrivée. Gérard Lomonaco, vous êtes d'accord avec ça? Vous aussi, vous avez beaucoup d'allers-retours comme ça avec les éditeurs quand vous travaillez? Oui, bien sûr, c'est essentiel. On est sensible aussi à tout ce dont Pascal parle, le format, les matières employées. Il y a toujours un beau dialogue qui doit s'établir entre l'éditeur et les auteurs. C'est fondamental. Nous sommes tous à la recherche, les éditeurs et les auteurs, créer des livres qui soient des surprises aussi. C'est-à-dire que faire un grand livre, c'est aussi une action de montrer un point de vue. Et donc, on veut apparaître dans les vitrines des libraires, sur les tables, avec des objets vivants, nouveaux et surprenants. Pascal Estelon, vous avez parlé beaucoup de créativité et de liberté aussi, et c'est ce que vous proposez dans vos cahiers de jeu, oui. De coloriage. Oui, ces cahiers de coloriage, en fait, ça doit venir de... Oui, moi, j'ai toujours aimé, jeune, petite, faire des découpages, comme je le disais, de la peinture. Et je trouve que c'est important d'expliquer, en fait, aux jeunes enfants... qu'est-ce qu'on peut faire avec de la gouache, par exemple? Parce que c'est un matériau un petit peu abandonné dans les écoles, souvent, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc je trouve que apprendre les couleurs primaires, à les mélanger, grâce à des choses très très simples, en fait.
eh bien, ça va les aider je sais pas, à peindre, à comprendre comment on fait ces mélanges. Et grâce à des illustrations relativement simples, moi, je leur demande de faire des petites choses à chaque page. Il y a aussi un apprentissage, parce que c'est pas uniquement du coloriage. C'est-à-dire qu'on va apprendre à faire des dégradés de couleurs. On va apprendre les couleurs froides, les couleurs chaudes. Donc, c'est pas un exercice comme ça qui est bébé, un coloriage où il faut recopier. Il y a un aspect pédagogique. Il y a un aspect pédagogique, oui. Ouais. Alors moi, ce que je cherche à faire, c'est de donner en fait la part belle à l'image tout le temps. Et lorsque je fais des textes qui accompagnent pour guider un petit peu les enfants, j'essaye de réduire au maximum. Donc mon problème à moi, c'est d'essayer de faire le plus court possible pour que l'image soit en avant et qu'on apprenne, on comprend en fait. Lorsqu'on regarde ces pages que là, il y a les couleurs chaudes, les couleurs froides, donc on comprend assez vite par l'image. Et même la couverture l'explique. Lorsqu'on la voit, on arrive pratiquement sans texte à comprendre de quoi il s'agit. Alors si on rentre dans votre cuisine, oui, entre guillemets, comment vous travaillez concrètement ? Moi, je travaille de façon très traditionnelle, vraiment à la gouache. Je travaille absolument pas avec l'ordinateur parce que je préfère. C'est ma façon à moi de fonctionner et c'est vraiment une cuisine un peu, c'est vrai. Je travaille beaucoup à la gouache, au feutre. Par exemple, si je fais un cahier où l'enfant doit colorier au feutre, moi, je vais faire mes dessins au feutre parce qu'un feutre, ça laisse des traces. Et lorsque souvent les cahiers de coloriage montrent des beaux aplats, c'est pas possible à réaliser. Moi, j'aime bien qu'on sente la matière en fait dans le dessin. Voilà. Donc, je fais en sorte de montrer toutes ces techniques. Et moi, c'est un plaisir de travailler avec ces techniques de pinceau, de gouache, de mélange. C'est vraiment très, très, très important en fait dans mon travail. J'aime le communiquer, j'essaye. En tout cas. Vous le faites admirablement bien. On repart en arrière. Vous avez fait l'école Boulle dans la section architecture intérieure, je crois. Oui, voilà. Alors pour fabriquer un livre-jeu, évidemment, ça aide. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers la jeunesse ? Eh bien, écoutez, je sais pas, j'avais envie surtout de montrer. Oui, ça aide dans la mesure où un livre, ça se compose finalement. Il y a une architecture dans un livre. Même, par exemple, sur un abécédaire, il faut voir qu'est-ce qu'on veut faire, quelle va être la ligne directrice, comment on va procéder pour montrer cet abécédaire. Dans n'importe quel livre, je trouve. Moi, je travaille d'abord... je sais pas, est-ce que l'architecture m'a peut-être aidé là-dessus, la façon de fabriquer aussi un livre, ça m'a toujours intéressée. Et puis, je pense que l'image me passionnait plus que l'architecture, même si l'architecture m'intéresse, il n'y a pas de problème, mais voilà, j'avais envie aussi, c'est aussi le plaisir de travailler seul, je crois que j'aime beaucoup ça. Mais maintenant, je ne suis pas non plus une sauvage, J'aime bien communiquer, mais j'adore travailler toute seule. Et comment le virage vers la jeunesse s'est fait en fait ? Peut-être par hasard, c'est en allant dans les librairies, quand je voyais les livres pour enfants, ça me fascinait. Et je me suis dit tout de suite, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Voilà, c'est venu très vite, très très vite. Voilà, et donc ça s'est fait petit à petit, ça s'est pas fait tout de suite. Est-ce que vous avez un livre dont vous êtes la plus fière, pardon ? C'est le dernier. Le dernier, évidemment, je savais que vous alliez me dire ça. C'est un travail complètement différent des autres, puisque là, je vous disais que j'adorais travailler en aplat avec des choses simples. Et là, j'ai eu envie de faire cet imagier des couleurs de la nature et de façon très réaliste. Alors, toujours en utilisant ma gouache. Et donc, j'ai voulu montrer... Les couleurs sont vraiment fantastiques. Voilà. Ça a été un exercice de style, pour moi, très compliqué. Superbe. Mais en même temps, ça m'a amusée parce que, justement, ça sortait un peu de ma façon de travailler. Et j'ai voulu réunir dans ce livre, non seulement le nom des couleurs, parce qu'il n'y a pas qu'un rouge, il y en a encore beaucoup plus que ça. Et ça vous montre aussi qu'avec les noms des couleurs, on peut voyager, parce qu'il y a le rouge turc, le rouge de Chine. Donc tout ça, je trouve que c'est très intéressant à lire aussi. Et de montrer des choses que les enfants connaissent, et d'autres un petit peu moins, quand on va dans les minéraux, quand on va dans les pierres, etc. Et aussi, travailler à la mise en page, évidemment. Donc c'est quelque chose d'assez réaliste, mais que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler.
en fait. Et C'est je l'ai classé par couleur. C'est magnifique, vraiment, c'est sublime. Et là, moi, je trouve qu'un livre comme ça, effectivement, pour le coup, ça n'a pas d'âge. Enfin, un très jeune comme un adulte... Oui. Un tout petit peut le regarder, parce il va pouvoir nommer des choses qu'il connaît un petit peu. Et puis, quand il grandit, il va... Voilà. Et l'adulte, en le lisant avec l'enfant, se régale aussi. Enfin, je veux dire, voilà. Et ça peut... c'est une petite promenade dans la nature, dans un fauteuil, là. Mais après, on peut sortir à l'extérieur. Bien sûr. Voilà. Et à la fin du livre, on a quand même quelques petites explications, parce que la couleur, quand on s'y penche un peu dedans, c'est fabuleux. Il y a une histoire des couleurs. Il y a la façon dont les hommes ont creusé partout pour trouver des minéraux, des végétaux, pour faire des teintures, ils ont trouvé des pigments, ils ont peint des fresques. Donc c'est absolument passionnant. Et puis aussi des petits symboliques, des symboliques des couleurs qui existent, qu'il faut expliquer. Donc ces textes, il intervient à la fin pour que l'image reste présente sans texte. Et à la fin, les parents peuvent lire, et l'enfant un petit peu plus grand peut lire lui-même. Et ça peut l'aider à faire des recherches par lui-même, en fait, puisque mille choses à trouver. Sophie Giraud, vous pensez beaucoup aux parents quand vous... Oui, moi j'adore le faire des livres qui soient, publier des livres, puisque c'est pas moi qui les fais, publier des livres qui soient à la fois un plaisir pour l'enfant et pour le parent, parce que je pense que si le parent prend du plaisir à raconter l'histoire ou à voguer dans les images comme ça, s'il retrouve son âme d'enfant, en fait, qu'il a bien enfouie dans son attitude d'adulte, eh bien, l'enfant le sent, et à ce moment-là, la lecture, c'est déjà gagné. Je pense que c'est ce jeu-là et cet échange-là qui vont faire que l'enfant va se plaire dans la lecture. Et donc, oui, inclure le maximum les parents ou l'adulte en général. C'est souvent un beau moment de partage, justement, voilà. Entre les adultes et les enfants. Exactement. Et souvent, l'enfant réclame oui, une alors lecture ou quelque voilà, chose. l'enfant le réclame là, souvent les mêmes livres, et puis le parent, s'il n'a pas plaisir à lire le livre que l'enfant aime, lui, voilà, il va un peu à reculons. Alors que si on arrive à faire peut-être des niveaux de lecture où tout le monde s'y retrouve, eh bien à ce moment-là, c'est gagné. Alors c'est souvent gagné avec Gérard Lomonaco que vous avez édité pour certains livres, c'est vrai. C'est toujours gagné avec vous parce que j'ai édité son premier livre, non ? Voilà. C'est ça. Hein, vous avez. Moi, c'était quoi ? Le Magic Circus. Il est là devant vous. Et le Magic Circus. Une aventure extraordinaire, oui. Ouais. C'est un livre qu'aujourd'hui on aurait du mal peut-être à refaire, du point de vue de la complexité technique et puis du point de vue du nombre de choses que ce livre comporte. Oui. C'est un livre qui a été fait pour le département du Val-de-Marne et qu'on offrait aux nouveau-nés du département. Il a le particularisme d'avoir été fait en 7 couleurs directes, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la technique de la quadrichromie, on fait des passages comme successifs de chaque couleur pour avoir une brillance des couleurs, des couleurs fluorescentes. Et les 7 passages permettent d'obtenir cette vivacité des couleurs. Ça, c'est un beau luxe. Voilà. Oui, c'était une aventure très amusante. En fait, Gérard avait plutôt travaillé sur des morceaux du livre. C'était vraiment des tableaux. Vrai, ça, oui. Et puis, c'était difficile de trouver un ensemble. Et puis, finalement... Oui, c'est vrai. Voilà. Là, par exemple, l'endroit où intervient l'éditeur. C'est-à-dire que l'auteur peut venir avec des idées, des projets, mais après, il faut mettre en forme tous ces projets, toutes ces idées pour en faire un objet. Et Sophie était intervenue parce que moi, j'étais venue avec un portfolio, en fait. C'était une succession d'images, sans doute attrayantes, mais qui, au fond, ne constituaient pas un livre. Et donc, l'idée, elle est venue de les relier. Ouais. Et en fait, c'est une grande improvisation dans tout ça. Et un beau duo. La création d'un livre, c'est aussi une improvisation et contrôlée entre l'éditeur et les auteurs. Alors, Gérard Lomonaco, vous êtes souvent appelé le roi du pop-up. Vous n'aimez pas trop ce terme-là, Qui a inventé ce... Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que vous êtes plutôt le pop du pop-up. Parce que vous avez fait tellement de livres pop-up et même une couverture de disque pour laquelle vous avez gagné un Grammy Awards, qu'en fait, on a l'impression que vous êtes rentré dans une forme de religion. Non ?
Ça vous gêne? Vous êtes trop... Non, mais écoutez, c'est beaucoup plus simple que ça. En réalité, nous sommes conduits par notre passion et on ne se pose pas des questions, on ne regarde pas dans le rétroviseur Mais nous, on a envie de vous entendre parler de votre passion, alors. Voilà, non, mais j'entendais ce que disait Pascal, ce que disait Sophie Giraud aussi. Pascal Estelon, Sophie Giraud, c'est le livre-jeu, c'est quoi? En réalité, j'ai pas l'impression de faire des livres-jeux, puisque le livre lui-même, le livre, y compris les romans, sont un jeu. C'est le jeu entre soi-même et se projeter dans les personnages de l'histoire. Tout livre est un livre-jeu. Après, il y a des degrés, évidemment. On construit, on édite, on publie, on dessine un livre pour qu'il s'adresse d'une façon plus vivante à un public de jeunes enfants qui ont un langage, un univers qu'on doit réveiller. Alors, avant d'entrer un peu plus dans votre travail, je crois qu'il y a un jeune homme qui a une question pour vous. Il s'appelle Gaspard. C'est la question mystère. Bonjour, je m'appelle Gaspard, j'ai 11 ans. J'ai une question pour Gérard Lemonaco. Vos livres sont souvent comme des petites scènes de théâtre. Alors pourquoi vous avez choisi de créer des livres plutôt que des décors de théâtre? Au revoir. Gaspard, je vais te répondre. C'est plus facile de faire un livre chez soi que de faire un décor de théâtre dans sa propre maison. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment où les théâtres sont fermés. Peut-être que, au fond, nous faisons tous du théâtre. On est les metteurs en scène d'un monde qui est le livre. Et en réalité, j'ai jamais vu beaucoup de différences. Et peut-être que le livre, c'était le prolongement de cette passion que j'ai aussi pour le théâtre, bien sûr, et le décor de théâtre. Oui, parce que l'histoire, elle a commencé avec Jérôme Savary pour vous. Vous avez oui, bien sûr. travaillé beaucoup avec lui. Différentes activités que j'ai eues tout au long de mon parcours, passer du décor de théâtre au livre, il n'y a pas une si grande différence. En fait, le pop-up, plus particulièrement, est réellement, il s'agit d'implanter dans la double page une scène qui serait une plantation d'un décor avec un premier plan, un arrière-plan et le mouvement qu'on y ajoute. Oui, parce qu'en fait, on a l'impression, quand on voit un pop-up, que tout arrive un peu comme par magie. Et du coup, le lecteur, il se met un peu dans la position d'être lui-même le créateur de ce décor. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'il y a cette possibilité-là pour celui qui lit. Tout à fait. Voilà, bon, c'est un peu... On peut regarder peut-être... Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment vous travaillez. Vous commencez toujours par la 3D. Vous avez en tête... Il y a un hasard qui se présente là, c'est que je devais amener le livre une journée... en train, plutôt un voyage en train, et il se trouve que vous m'aviez dit que vous l'aviez, il n'est pas là. Mais c'est encore mieux, vous nous avez apporté la maquette, alors moi je et pour c'est vous encore mieux. montrer la maquette qui est une maquette en réduction du livre, c'est-à-dire que en réalité j'aime assez commencer par une conception du livre qui serait réduite, parce que si ça tient le coup quand c'est petit, ça marchera d'autant mieux quand c'est grand. Donc voilà par exemple ce livre qui est un voyage en train. Ici, ce sont les originaux et on voit les plans successifs de ce livre qui n'est pas ici fabriqué comme un Leporello, un livre accordéon, mais relié normalement. Mais l'édition publiée est un livre Leporello. C'est bien, vous voyez, comme ça, on voit votre travail et on pourra aller en librairie pour l'acheter. Vous pouvez le découvrir. Ce livre, Un voyage en train chez Albin Michel. Et pourquoi ce travail de plan pour un peu rejoindre cette passion que j'ai pour le théâtre, au fond, où on pour travaille répondre à Gaspard. Oui, pour répondre à Gaspard, où on travaille sur le volume. Donc c'est 3 plans pour signifier la profondeur. Voilà pour ce livre-là. Une autre expérience que je viens de faire, c'est un livre... Ça, c'est le plus récent. Alors, si on parle du livre-jeu, ce livre-là, il est récent, oui, il est sorti il y a 3 jours. Ah bah oui. Un livre pochoir où on met une feuille, on découpe, on peint, on colore les personnages. Là, c'est un hommage à Pompon. C'est un hommage au sculpteur Pompon qui a créé des animaux stylisés avec des découpes. Des découpes, oui. Qui permettent de mettre une feuille en dessous et de reproduire l'image qui est en dessous.
quelques mots pour agrémenter les figures qui peuvent aussi montrer que ce livre est un petit imagier des mots. Et alors, je voulais revenir aussi à l'aspect du livre dans sa fonction. Alors donc là, c'est un très bel objet, ça c'est sûr. Et aussi, il y a cette volonté un peu, c'est pas une volonté, mais ça reste aussi pédagogique, parce que quand vous faites un livre sur le train ou sur le voyage en bateau, en mer, vous montrez aussi toutes ces... Enfin, il y a une dimension historique. Oui, je m'attache moins au documentaire qu'en fait au plaisir que j'ai de créer un univers avec, évidemment, m'entourer d'une certaine notion de la réalité, donc une documentation qui permette d'être juste sur le sens des images montrées. Parce que par exemple, dans Voyage en mer, il y a des bateaux qu'on voit plus trop. C'est fantastique, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Ah bon ? Moi, je pensais que vous aviez des plans de bateaux que vous Non, ce sont des bateaux stylisés qui sont imaginaires. Non, sur le plan documentaire, c'est pas un modèle. Non, c'est pas ça qui m'attirait. C'était plutôt la fiction. C'est-à-dire comment faire de la fiction avec un livre animé. C'est un peu l'enjeu. Alors qu'en réalité, le livre animé est un livre plutôt d'images et un livre plaisir, sans pour autant. Un livre en tout cas qui apporte le rêve, l'évasion. Oui. On peut aller dans cette voie. C'est pas le cas pour tous les livres. Ah oui, alors un autre pop-up que vous avez sort devant ce vous. livre-là que j'ai découvert en librairie il y a 3-4 jours et qui m'a énormément plu. Une belle, vous pouvez nous le montrer, belle élégance dans ce livre. C'est un livre de Julie Brouan et Bernard Duisit. C'est un duo. Donc, l'illustratrice avait travaillé autour des papillons et était devenue assez spécialiste des papillons. Elle avait même travaillé avec un entomologiste du musée d'histoire naturelle, Jérôme Barbu. Et du coup, nous avons souhaité le mettre en volume, c'est-à-dire montrer les papillons dans ce qu'ils ont dans le mouvement des papillons, c'est-à-dire montrer ce qui pouvait attirer dans les papillons et aussi ce qui est leur force, c'est-à-dire que les papillons sont presque les personnages d'un spectacle parce qu'ils sont à la fois imitateurs, transformistes, ce sont les rois de la métamorphose, c'est pas les rois du pop-up, c'est les rois de la métamorphose. Et donc on a travaillé avec là c'est plutôt quelque chose de réaliste. D'une certaine manière, il y a une stylisation, comme tu disais Pascal, c'est-à-dire un travail avec l'illustratrice pour essayer de rendre les choses le plus simple possible et les plus forts possible, mais en même temps une vraie réalité, c'est-à-dire que tous les papillons existent vraiment. Et nous avons pu montrer à l'intérieur de ce papillon le vol des papillons. On voulait montrer l'inverse de ce qu'on voit en général dans les livres sur les papillons, c'est-à-dire des papillons qui seraient chassés, qui seraient mis dans des boîtes. On voulait vraiment montrer ce qu'ils ont de plus beau et de plus, oui, c'est superbe, plus fragile. Et puis leur surprise. Donc là, on tire et on fait apparaître ce papillon qui, quand il est fermé, se cache et on ressemble à une feuille. Donc l'enfant se met vraiment en situation d'entomologiste. Il va pouvoir aller observer ce qui fait la beauté. Et là, par exemple, c'est la taille réelle du plus grand papillon diurne. Et celui-ci, représenté ici, c'est le plus petit et c'est sa taille réelle. Voilà. Alors donc là, c'est quelque chose qui, à la différence de la fiction et du documentaire, j'ai voulu essayer avec Julie et Bernard de composer un livre sur le documentaire vraiment. Et j'ai trouvé que c'était une façon jolie de rentrer dans la nature. Il est magnifique. Mais alors justement, bon là, je vais être un peu plus terre à terre, mais quand on édite un livre comme ça a un coût et il y a un moment où est-ce qu'on dit à l'auteur non mais là il y a une limite. Enfin, comment ça se passe ? Non, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. Croyez-en mon expérience, les éditeurs vous dites faites ce que tu veux. En toute liberté. Il y a des limites. Il y a une convention aussi dans le livre animé compte tenu de l'aspect technique, de coût. C'est qu'un livre animé classique, c'est de 6 doubles pages. Parce que c'est raisonnable, c'est un voyage
qui commence et qui finit bien. Et si on en met plus, ça finit mal. Mais d'ailleurs, dans le pop-up symphonique, il y a un petit peu... Alors, si on par exemple, on passe de chacun de ces livres, ici, c'est une expérience avec le Philharmonique de Radio France, où ce livre-disque, je l'ai voulu avec un seul pop-up. Voilà. C'était une manière de... rendre le livre-disque plus accessible. Voilà. Un objet qui soit contenu dans son prix, puisqu'il y a des habitudes qui sont prises sur les coûts des livres. Bien sûr, oui. Malheureusement, il y a toutes ces contraintes financières. Un peu moins de 20 €, un pop-up, c'est plus de 20 €. Et voilà, ce sont des... C'est quelque chose d'assez terrible, c'est-à-dire que on dit parfois que le livre jeunesse est cher, et en réalité ce n'est pas vrai, parce que il y a tellement de choses dans le livre jeunesse. Il y a la création, dont on a 2 exemples ici, de travail magnifique et qui prennent du temps et qui ne sont jamais finalement rémunérés au juste temps qu'ils vont passer dans leur livre, sauf si le livre a beaucoup de succès. Et donc c'est ce que l'éditeur veut faire. Et puis il y a aussi toute cette fabrication qui demande, et puis la couleur, l'impression, et finalement on se rend compte que les livres jeunesse, ce sont des livres d'artistes pour tous, et c'est des livres d'art pour tous, et d'art en action, je pense. Ce que nous faisons, parce que tous les éditeurs ne mènent pas ce même combat. Beaucoup d'éditeurs aussi travaillent pour le mass market, à faire des livres très grand public, où il ne s'agit pas d'être pointu sur la qualité des illustrations, mais on pense à Helium, des grandes personnes et des éditeurs qui cherchent la qualité et s'adresser à un public qui est au rendez-vous, et ça c'est extraordinaire. On fait ça pour tout le monde, hein. On ne les fait pas pour peu de gens. On souhaite vraiment que tout le monde... Et c'est pour ça que le Salon du Livre de Montreuil est très important. Je milite même... Je milite ici pour dire que, en fait, le pop-up, il n'est pas assez cher dans ses prix, parce qu'on essaye de s'aligner de plus en plus les prix d'un livre animé, d'un pop-up book, sur les albums. Et en réalité, c'est un combat qui est perdu d'avance, parce que l'album est relativement, par sa technique d'impression qui est mécanisée, totalement mécanisée, au contraire du livre animé qui n'est pas mécanisé. Une partie qui est mécanisée, j'entends l'impression, la relure, mais pas les éléments qui sont... pour les livres-jeux, finalement, où tu as... Oui, donc je pense qu'on ne paye pas suffisamment cher un livre animé, et qu'on devrait, du coup, alors pour permettre aux auteurs et aux éditeurs de les publier dans des bonnes conditions, relever les prix du livre animé, je pense. Et alors du coup, vous, quand vous créez, forcément, ça vous contraint. Enfin, je veux dire, vous êtes ou alors obligé de trouver d'autres subtilités pour créer. Oui, il y a des subtilités, des idées. Je pense à trouver. Il faut être cohérent, quoi. On sait que effectivement, sur un livre où il va y avoir des petits volets à soulever, on ne peut pas en mettre toutes les pages, mais c'est peut-être aussi un aspect créatif qui est intéressant. Mais en même temps, on essaye de mettre le maximum, en fait, je trouve, pour que ça soit beau, quoi. Ah oui. Mais on ne peut pas le faire. C'est vrai que parfois la contrainte technique peut aussi... faire découvrir un nouvel accès de création. Enfin, aussi, ça parfois, peut être pour vous une surprise, une bonne surprise peut-être. Une bonne surprise, je ne sais pas, mais ça peut développer un aspect de la création qu'on n'aurait peut-être pas forcément développé, ou je trouve que ça peut être intéressant parfois. Mais c'est vrai que j'insistais aussi sur la qualité de ces maisons qu'on vous présente au niveau de l'impression, de la mise en page, de la qualité du papier. C'est très très important, parce qu'on on offre ça aux enfants aussi, et je trouve que c'est important de les habituer à une qualité graphique, à un objet qui soit beau à regarder. C'est primordial. Je trouve que dès le plus jeune âge, vous voyez, je pense que là, il n'y a pas de débat. Alors, vous nous avez donné vos recettes, Pascal Estellon et Gérard Lomonaco, et on va aller en cuisine. On va tout de suite retrouver, non pas le Père Noël, ou presque, c'est Hervé Tullet pour sa bonne recette. Mes ingrédients pour faire une expo idéale, eh bien, d'abord, c'est du papier, des marqueurs, pour faire des gribouillages, des ciseaux, mais pas obligatoirement, on peut aussi
déchiré. Et un peu de scotch, petit, moyen, grand. Alors, pour la recette, c'est très simple. On prend des marqueurs, on fait des points. Et puis après, on regarde un peu ce qui se passe. Par exemple, on prend celui-là. Et puis après, on déchire. Surtout, on ne jette rien, on garde tout. On va continuer à chercher. Pourquoi pas en noir et blanc, tiens. On va prendre... Tiens, c'est pas mal ça. On va prendre ça, on va voir ce qui se passe avec ça. On fait ça, comme ça. Oh, c'est pas mal ça. On fait ça comme ça. Et si on le mettait là-dessus, comme ça, hein, c'est pas mal. Ça fait une deuxième pièce, ça. On va prendre ça. C'est joli, ça. On va prendre ça avec. On va faire un totem. Si je pouvais comme ça, là, voilà. Par exemple, cette toute petite pièce-là, on la ferait flotter là devant, comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et puis, voilà, comme ça peut venir là, comme ça. Voilà. Toujours faire des photos après l'expo, c'est pas mal. On voit mieux ce qu'on a fait. Voilà, c'est ma photo de l'expo idéale du Salon de Montreuil 2020, un peu particulier. Tchouk. C'était le clap de fin. Merci Hervé Tullet, je vous avais dit, c'est presque le Père Noël. On a l'impression, bon, là, c'est comme si c'était le hasard, mais rien n'est au hasard, en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Avec Hervé Tullet, il y a souvent des surprises. Non, mais je trouve qu'il y a une énergie dans ce qu'il fait, c'est assez incroyable. Incroyable, oui. Ah oui, c'est-à-dire que là, c'est un bon exemple d'utiliser la matière, que ce soit les feutres, le papier déchiré, et puis oser, quoi. Il faut y aller. Quoi. Non, mais c'est intéressant. Oui, de le voir travailler. Ah oui, absolument. Vous, Gérard Lomonaco, vous allez au hasard plutôt, vous aimez au contraire non, mais je veux dire, c'est pas le temps. Non. C'est ça. Vous, c'est très calculé. C'est très... Par exemple, le voyage en train, c'est 3 ans de travail, donc on peut pas jouer avec le hasard. Il faut. Mais le départ, l'impulsion. Comment vous avez l'idée, vous, de choisir un thème, le thème du train ou le thème de... Aussi une improvisation. Bon, j'aime les bateaux, alors je fais un livre sur les bateaux. J'aime les trains, je fais un livre sur les trains. C'est ça. Je pense qu'on fait mieux ce qu'on connaît ou ce qu'on aime. Après, c'est aussi chaque jour s'appliquer à travailler pour que les choses elles sortent et qu'elles soient belles. Sophie Giraud, est-ce que parfois vous inspirez vos auteurs, vous leur dites mais tiens là il y a un thème qu'on pourrait développer? Vous arrive? Oui, on échange beaucoup avec les auteurs et l'intérêt de publier des livres réguliers avec les mêmes auteurs, c'est de les connaître bien et de pouvoir non pas leur commander des choses parce que ça donnerait des livres pas intéressants, mais plutôt de suggérer des choses qui seraient un petit peu en suspens au-dessus d'eux, qu'ils auraient envie de faire, ou bien de les pousser, ou bien ils me disent quelque chose au début, et puis on essaye d'avancer ensemble. En fait, moi, je suis là pour essayer de rendre possible leurs fantasmes, leurs rêves, leur envie de faire un livre, et puis ensuite d'essayer de mettre autour d'eux à la fois un graphiste, une fabrication, tout notre service de promotion, tout le monde se met ensemble pour que le livre advienne. Eh bien, merci beaucoup. Merci Pascal Estelon. Merci Gérard Lomonaco. Merci beaucoup Sophie Giraud. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur cette émission d'Émulsion. Si vous souhaitez la revoir, eh bien, c'est possible en replay sur slpj.fr. Merci. À bientôt. Bonne lecture de tous ces beaux livres-jeux.